Bien, bonsoir, bonsoir à tous. On est très contents pendant ces rencontres sur les docs pour ce moment particulier. Donc vous allez avoir de belles propositions. Bon, vous avez déjà eu de belles propositions pendant ces 4 jours. Et on est particulièrement content alors de ce moment-là, parce que les rencontres sur les docs, ça sert aussi à initier des choses, à inaugurer des choses, donc à inaugurer des moments. Alors, ça fait longtemps qu'on avait envie de lancer une forme d'université populaire. Alors, je ne sais plus trop, vu ce que le fondateur est devenu, si on peut encore utiliser ce terme d'université populaire. En tout cas, l'idée initiale était plutôt intéressante. En tout cas, à la Talente, cette idée nous intéresse, cette idée de cette vision de la salle de cinéma. Le cinéma, c'est l'art du montage, hein, c'est l'art du raccord, des rapprochements. Donc, on avait envie de ces rapprochements avec des univers artistiques, avec des auteurs, des écrivains, des cinéastes. Hein, on va vous faire des propositions. Évidemment, le choix du premier invité est forcément important, forcément, hein, parce qu'il va donner un peu le ton, c'est-à-dire la ligne éditoriale de ce qui va suivre. Donc on a aussi, et je le dis ici, travaillé sur cette proposition, et je veux remercier François Maton qui est par là, de la Tabale, puisque c'est une soirée en 2 parties en fait. Hein. On avait prévu avec la Tabale de le faire initialement à la Talente, mais voilà, la première partie, cette conférence, enfin, Alain, tu diras le terme le plus adapté, mais d'1 heure, et ensuite vous avez la possibilité à la Tabale, donc concert avec Yann Péchin, qui est aussi une figure très singulière du rock français, sur une espèce de prolongement sonore de votre dernier roman. Ouais, c'est un vrai concert de rock fiction, comme on dit, rock fiction poétique. Ouais, c'est vraiment, enfin, moi je trouve que c'est vraiment singulier, c'est à voir, c'est très spécial, c'est un vrai concert de rock. Et en même temps, il y a une dimension littéraire, narrative très forte, puisqu'on suit tout l'univers des Furtives et on le traverse pendant 1 heure et demie. Donc si vous voulez vivre un concert narratif, voilà, il faut venir le voir. Et puis bon, Yann, c'est Alain Bachung, c'est Miosek, c'est Jane Birkin, c'est Jacques Higelin, c'est Thieffen. Il a joué avec tous les grands. Il a une palette de jeux absolument extraordinaire. Il improvise chaque soir, même s'il a des trames évidemment, quoi. Mais chaque soir, il me surprend, il se renouvelle, il déploie, il a un son extrêmement ample. C'est magnifique à voir. Ouais. Voilà, donc ça c'est belle proposition. Le concert c'est quoi, 21h40, je sais 21h, plus. Ouais. Voilà. C'est pour ça que c'est un peu speed aussi. On est dans l'énergie. Je viens là, je mange, je me repose, je me recentre et après on joue. Ouais. Voilà, on est dans la belle énergie collective. Alors, je disais le premier choix est important, et d'autant plus important qu'on a, en fait, on vous avait entendu à Beaubourg il n'y a pas très longtemps, dans une conférence ou dans une sorte d'anti-conférence, je ne sais pas trop, avec une très grande méfiance des images. Et c'était assez drôle pour nous de lancer cette université populaire du cinéma avec quelqu'un qui... alors évidemment, vous parliez des images dans le sens de Serge Danet, qui définissait le visuel comme l'image qui ne renvoie plus qu'à elle-même et qui perd tout contact avec le réel, et qui n'enregistre plus le réel, comme Bazin ou comme d'autres avaient pu le définir. Donc je vous propose peut-être de commencer là-dessus, sur le visuel qui confisque nos imaginaires, qui confisque nos... je parlais de combat collectif pour un cinéma indépendant. Donc voilà, sur votre rapport aujourd'hui aux images dominantes. Danet disait aussi l'image est entièrement passée du côté de la publicité, c'est-à-dire du pouvoir. Voilà, donc à partir de là, je vous laisse la parole. Et évidemment, ouais, on relancera, n'hésitez pas. On pourra passer le micro si certains ont des questions. Ouais, parce que je suis pas... j'ai horreur du format de la conférence, donc de ce truc un peu magistral où tu déploies pendant des heures des perceptions. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'en plus, la salle, c'est bien, elle est compacte, vous êtes proche, vous avez déjà fait cet exploit de ne pas rester en terrasse, alors qu'il fait super beau, que c'était magnifique dehors. Moi, je ne serais jamais rentré dans une salle noire à votre place, donc j'espère que vous n'allez pas le regretter quand même. Sinon, vous demandez une bière à l'extérieur. Voilà, donc moi, je peux vous parler de beaucoup de choses, évidemment. Je peux vous parler, si vous avez lu il y a des lecteurs, j'imagine, dans la salle, peut-être commencer comme ça. Qui a eu l'ordre du Contrevent, par exemple, dans la salle? Ah oui, ça fait du monde. Qui a lu Les Furtifs? Oula, ouais, d'accord. Donc ça va, je pourrais parler en territoire connu,
en tout cas, je pourrais faire des références assez claires sur les livres. Donc évidemment, on peut parler des romans dans tous les sens que vous souhaitez. On peut parler du concert, on peut parler de qu'est-ce que ça veut dire de passer justement de cet acte extrêmement intime de l'écriture, où tu passes 3 ans de façon extrêmement isolée, notamment pour la Horde. Moi, j'avais passé 3 ans donc dans le Cap Corse, à raison de 9 mois par an et de quasiment 20 jours par mois, complètement seul, pour faire le livre. Donc vous imaginez la densité de solitude et d'isolement que vous accumulez, et qui se retrouve après, à travers le livre, extrêmement peuplé par la présence des gens qu'on aime et qu'on a envie de faire vivre comme personnages. Et donc de passer de cette écriture intime, repliée, protégée d'une certaine façon, parce qu'un jet, tu peux le reprendre indéfiniment, à l'exposition de la scène, c'est quelque chose que moi je trouve très intéressant, que j'ai accepté de faire ce pas à 50 ans en fait. Hein. Donc voilà, bon, si vous voulez, on en parlera. Je trouve ça extrêmement intéressant moi de mon côté. Vous savez peut-être aussi que j'ai scénarisé pas mal. J'ai scénarisé un jeu vidéo qui s'appelait Remember Me. Je scénarise des séries télé actuellement. Je scénarise une série radio. J'ai fait une pièce de théâtre, etc. Donc j'ai touché beaucoup d'art. J'ai travaillé aussi avec Eric sur l'adaptation de l'Ordre du Contrevent en bande dessinée. Voilà. Donc c'est tout un champ qu'on peut balayer sur. Sentez-vous libre de m'interroger, de m'interrompre sur n'importe quel axe. C'est aussi le plaisir de l'échange. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Alors c'est bien qu'on démarre sur le visuel. Là, on touche directement au furtif, on touche directement aussi à la zone du dehors, mon premier livre. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu une sorte de méfiance assez instinctive sur l'image. Voilà. Alors, pas l'image cinématographique, etc., dont on pourra parler après, mais l'image, comme ça a été décrit là juste maintenant, c'est-à-dire l'image comme visuelle. C'est l'image qui est là, non pas n'indiquant qu'elle-même. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette définition en disant, voilà, c'est un visuel. Le visuel, ce serait une image qui ne s'adresserait qu'à elle-même et qui serait coupée du réel. Non, c'est une image qui exerce un pouvoir. Voilà, c'est une image qui se définit, pour moi, exactement de la même façon dont Deleuze définissait l'information, c'est-à-dire comme un ensemble de mots d'ordre. Voilà. Quand il dit, voilà, c'est un communiqué, les flics disent, voilà, on a fait un communiqué, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on vous dit ce que vous devez penser, on vous dit ce que vous devez croire. Et Deleuze a cette phrase magnifique, ils disent même pas ce que vous devez croire, ce que vous devez faire semblant de croire. Voilà. Ce que vous devez intégrer comportementalement comme quelque chose que vous feriez semblant de croire. Voilà. Et il dit, voilà, l'information n'est rien d'autre que cet ensemble de mots d'ordre. Et moi, j'assimile l'image, en tout cas le visuel, à cette chose-là, c'est-à-dire que c'est un ensemble aussi de mots d'ordre, c'est les choses que vous devez recevoir, par lesquelles vous êtes censé être affecté et qui doivent s'imprimer sur vos comportements et très souvent donc, déboucher sur un acte d'achat ou en tout cas sur un désir d'achat. Et c'est pour ça que la publicité, évidemment, a phagocyté, vampirisé la production des images. Du coup, moi, j'ai construit Les Furtifs de façon très particulière là-dessus. C'est-à-dire que j'ai vraiment fait un livre, et là, c'était très délibéré. Il y a des choses qui vous échappent dans des bouquins, mais là, c'était très délibéré et conceptuellement très clair pour moi quand j'ai démarré le livre. Je me suis dit, je vais faire des êtres qui sont logés dans l'angle mort de la vision humaine. Donc déjà, c'était un choix assez fort parce que ça veut dire que leur liberté est corrélée au fait qu'ils ne sont pas vus. Voilà. Et que si vous les voyez, comme ils veulent sauvegarder l'espèce et pas être récupérés, vous connaissez le truc, ils montent à très haute température, ils se céramifient à très haute température, ce qui fait que vous récupérez aucun ADN sur eux, aucune trace, rien qui soit possible d'exploiter, quoi. Donc il y avait déjà, quand tu regardes le bouquin au degré zéro, et il faut le regarder les choses au degré zéro aussi, c'est un bouquin contre la vision. Voilà. C'est un bouquin où voir tue. Voilà. Et tue les furtifs, donc quand vous les voyez, vous les tuez. Et la chasse, c'est voir, d'accord. C'était un truc que j'avais pris des nouveaux chasseurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez, il y a des avions de chasse où c'est comme ça. C'est-à-dire que la vision, la mire est indexée sur le regard, est indexée sur la rétine. C'est-à-dire que vous regardez la cible, le missile part tout seul dedans. Voilà. C'est comme ça que vous visez, c'est avec la rétine. Donc voir tue, vraiment, et c'est pareil avec les drones militaires américains, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont vu la cible, ils peuvent tuer directement. Et tout l'enjeu de la guerre devient de comment ne pas être visible, comment passer sous les radars, comment ne pas être perçu, etc. Donc sur les furtifs, j'étais vraiment là-dessus. Et je voulais pas juste... Donc pourquoi je faisais ce travail là-dessus? Évidemment, parce que les furtifs, c'était l'idée d'un envers du contrôle, c'est-à-dire on est en société de trace, on est en société de contrôle, on sait,
chaque acte que vous produisez sur votre smartphone, sur les réseaux, etc., génère une information, parce que c'est un réseau informatique, donc il est ontologiquement générateur d'informations, et cette information est récupérée, repaillée, data minée, corrélée, mis en banque de données, réarticulée, etc., pour produire des profils, et ces profils sont utilisés ensuite pour vous envoyer les informations et les publicités dont, soi-disant, vous auriez besoin. Voilà. Donc, à ça, moi, j'opposais une espèce de... Alors, c'est très naïf, hein, il y a toujours un côté très binaire dans ce genre de choses, mais j'opposais la puissance émancipatrice de l'audition, voilà, de l'écoute. Et c'est pour ça que dans le livre, tu ne peux pas voir les furtifs, sinon tu les tues. Donc, tout le travail de l'armée pour essayer de chasser les furtifs, de les récupérer, est voué à l'échec, n'aboutit à rien. Mais par contre, si tu dis... Ah, mais je vais essayer de les écouter. Je vais essayer de comprendre leur système de langage, leur système rythmique. Je vais essayer après de parler avec eux, etc. Là, tout d'un coup, quelque chose se trace, un mécanisme d'apprivoisement ou d'échange ou de rencontre devient possible avec eux, et on rentre dans un autre champ. Et moi, j'ai beaucoup travaillé, du coup, effectivement, pour la radio. En tout cas, j'ai travaillé avec une réalisatrice sonore que j'adore, qui s'appelle Floriane Pochon, qui a créé une radio qui s'appelle Faune Radio, hein, Phane. Et j'adore parce que pour moi, c'est beaucoup plus puissant l'audio, l'écoute, la perception vraiment auditive. Parce que pour cette chose extrêmement simple, hein, qui est facile à comprendre, c'est que quand vous entendez quelque chose, c'est à vous de fabriquer l'image. Donc, on vous laisse une autonomie, on vous laisse une indépendance, on vous laisse une faculté propre qui est que vous allez solliciter toute la banque d'images, toute la capacité à former les images que vous avez en vous pour pouvoir justement mettre en scène ce que les voix vous racontent ou ce que le son est en train de vous raconter. Donc le fait qu'il y ait un écart entre la production du son et ce que vous allez en faire en termes d'image, bah, c'est profondément pour moi l'imagination, c'est-à-dire la faculté à fabriquer par soi-même des images. Donc pour moi, il y a une fonction beaucoup plus libératrice, beaucoup plus émancipatrice que le visuel quand il vient s'imposer comme un ensemble de mots d'ordre. Alors après, j'ai bien conscience que cette petite approche est très limitée par rapport à ce qu'est le cinéma, à ce qu'est le grand cinéma, puisque le cinéma, c'est justement des images qui provoquent un imaginaire ou qui te permettent de générer d'autres images à partir des images que tu vois. L'image ne t'emprisonne jamais, elle est toujours détentrice d'une sorte de hors-champ ou d'arrière-plan ou d'angle mort. Et c'est justement la grande force de ces films-là, c'est que tu vois un film, mais dans ce film est contenu comme un ensemble de plis comme ça qui vont se déplier dans ton imaginaire, tout un ensemble d'autres films, tout un ensemble d'autres images, etc., qui vont pouvoir se déployer. Donc, on le voit, et c'est pareil en bande dessinée, tu vois, tout le problème, je parle de l'adaptation, par exemple, de La Horde du Contrevent en bande dessinée. Moi, ce que j'adore dans la bande dessinée, c'est que c'est un art séquentiel extrêmement pauvre, en fait, hein, puisque vous avez une image, puis une autre image, puis une autre image. Vous avez des vignettes qui s'alignent les unes à côté des autres. Et puis, vous avez ce qu'ils appellent le caniveau, j'adore ce terme, moi, c'est-à-dire la ligne blanche qui sépare deux vignettes dans la bande dessinée. Et tous les grands vous disent la même chose, vous disent, voilà, toute la BD, elle est dans le caniveau. C'est-à-dire, elle est dans votre capacité, entre la première image et la deuxième, de faire émerger du caniveau tout un ensemble d'autres images. Voilà. Et tout l'art du dessinateur, c'est de trouver quelle image A, quelle image B il va pouvoir mettre côte à côte, et puis de haut en bas, etc., bien sûr, avec toute une dynamique de la page, hein, pour que dans le caniveau, vous fassiez émerger le maximum de choses. Voilà. C'est Bilal qui racontait, quand il avait fait partie de chasse, il y avait des gens qui venaient le voir, ils disaient, mais c'est incroyable cette scène où on voit le chevreuil dans la neige avec cette longue ligne de sang comme ça, sinueuse, etc. Et Bilal, il regarde le mec, il fait, j'ai jamais dessiné cette image, quoi. Elle n'existe pas dans la BD. Et le mec, il dit, mais si, putain, mais tu vois, le gars, il était un peu vénère, quoi. Et lui, il connaît son œuvre, etc. Il dit, mais non, c'est une image que vous avez inventée, quoi. Voilà. Mais vous l'avez inventée à partir de celle que j'ai mis en place pour le. Donc, évidemment, quand le cinéma est capable de faire ça, bah, il joue son rôle. Mais le problème, et c'est pareil sur le langage, on pourrait parler de la façon dont le langage est réduit, mais ce qu'on essaye de faire, c'est des images, justement, qui n'évoquent pas d'autres images. Voilà, ce que la politique fait, ce que les médias font, ce que la publicité fait, c'est d'essayer de créer des images qui vont avoir aucune connotation, qui seront complètement dénotées. C'est-à-dire qu'elles vont avoir aucune polysémie possible. Elles vont essayer de réduire au maximum ce que l'image peut transmettre. Parce qu'on essaie de faire passer une espèce de mot d'ordre. En tout cas, on a envie que l'effet, l'impact de l'image sur vous, elle soit univoque au maximum. Parce qu'elle vise un objectif qui est très précis, très déterminé. Donc plus elle est polysémique, plus elle est floue, plus elle ouvre à des possibilités d'interprétation, moins elle est intéressante pour les publicitaires. Donc on a des images qui sont naturellement réduites, ou en tout cas dont on essaie de réduire le potentiel d'effet.
Et du coup, c'est très, pour moi, très aliénant, très emprisonnant, parce que précisément, on attend d'une image qu'elle nous ouvre quelque chose, qu'elle ouvre le crâne, quand même. Donc c'est ça que je voulais dire sur le visuel. Voilà, c'est à vous de relancer maintenant, hein. Vas-y, Fred. Juste une petite question sur la liberté et sur l'invisibilité, puisque traditionnellement, Hannah Arendt, par exemple, dit inversement que dès lors que la liberté n'est pas visible, c'est juste un espace privé, une liberté intérieure, métaphysique, mais peut-être hypothétique, quoi, abstraite. Et tout le combat politique, c'est de rendre la liberté visible. Que la liberté ne relève pas de l'espace privé, invisible, mais de l'espace public commun. Et que sans cela, sans ces droits, sans ces libertés-là, la liberté devient improbable. Alors ma question, c'est que justement, est-ce que c'est parce que l'espace public commun est occupé par d'autres que cette liberté, cette visibilité de la liberté est impossible, donc c'est juste une stratégie transitoire, ou bien c'est de manière plus profonde que la liberté doit se couper de la visibilité. Donc est-ce que c'est circonstanciel ou bien essentiel en quelque sorte? Ouais, c'est une très belle question et en plus, ça touche vraiment ce qu'on vit aujourd'hui. Moi, je crois que c'est circonstanciel. En tout cas, moi, je le vis comme ça. Quand je bâtis les furtifs, je pars d'un état des lieux. Bien sûr, c'est 2042, c'est en France, etc. Donc, tu as le sentiment que voilà, on est dans l'anticipation, dans la prospective. En réalité, évidemment, je parle essentiellement et intensément d'aujourd'hui. Et je pousse un peu simplement les potards, j'intensifie les signaux faibles pour les rendre plus visibles et créer un effet de décalage et de réverbération. Mais moi, quand je construis les furtifs, je pars d'un point qui est que j'ai le sentiment, en tout cas moi en ville, c'est pour ça que je me considère vraiment aujourd'hui comme un rural et que je développe là, actuellement d'ailleurs une sorte de zone autogouvernée à la montagne, c'est que l'espace de la ville étant saturé aujourd'hui de capteurs, étant saturé de caméras à reconnaissance faciale maintenant, même parfois de capteurs sonores, et surtout saturé de prélèvement de la trace, puisque tout le monde, on le sait, 95 à 98% des gens ont un smartphone. Le smartphone, même quand il est éteint, il émet par rapport aux antennes, etc. Donc, on a des outils qui sont des outils de géolocalisation malgré nous. Donc, tout déplacement que vous produisez est potentiellement cartographiable et étudiable. Donc, moi, si tu veux, j'ai une lecture de l'espace public, justement, de l'espace de la ville, de la visibilité de la liberté qu'on devrait avoir dans la ville, qui devient, comment dire ça, qui devient triste, quoi, qui devient... moi, j'ai un sentiment d'observation, d'absence de liberté. Pour moi, la liberté, c'est la possibilité d'évoluer dans un espace sans que mon évolution, mon déplacement fasse l'objet d'un prélèvement. Voilà. C'est-à-dire que le fait que je puisse ne pas laisser de traces, pour moi, c'est une des premières définitions que j'ai de la liberté en espace public. C'est-à-dire, voilà, je peux me balader, je peux chanter, je peux faire des trucs et je vais pas générer de la trace. Voilà, je vais pas générer une visibilité de la part du pouvoir. Et le problème qu'on a, c'est qu'on a transformé l'espace actuel, l'espace public actuel, et ça a été une volonté délibérée des pouvoirs depuis un sacré paquet d'années. Et grâce à ce qu'on appelle l'optoélectronique, c'est-à-dire grâce au système de caméra et de surveillance électronique, on est dans un espace panoptique, c'est-à-dire dans un espace effectivement où on peut voir quasiment tous les points de l'espace. Et quand on ne les voit pas, en tout cas, on génère de nous-mêmes la trace par le smartphone. Et du coup, on a une visibilité, mais qui est complètement asynchrone, voilà, qui est asymétrique en réalité. C'est-à-dire que c'est exactement comme dans le panoptique de Bentham. Vous savez, le panoptique de Bentham, tu as un espèce de gardien qui est dans une salle assez petite, en fait, circulaire. Et dans cette salle, il y a plein de petites meurtrières qui lui permettent de regarder en rayon dans toutes les cellules de la prison. Voilà. Donc un seul mec, un petit mec qui va se déplacer, tu vois, juste comme ça, blablabla, tu vois, il va pouvoir regarder la totalité des cellules. Sauf que c'est super bien fait, c'est architecturalement. Le prisonnier dans sa cellule, il ne peut pas savoir à quel moment il est regardé, à quel moment le maton le regarde. Et comme il ne le sait pas, c'est vraiment la règle du au cas où, au cas où, il va faire gaffe. Au cas où, il ne va pas faire de conneries. Au cas où, il va s'auto-surveiller. Tu vois, c'est ce côté... donc, tu intériorises la possibilité d'être vu et du coup, tu t'auto-censures. Bon. Et en fait, ce panoptique, il a explosé dans l'espace social. Et Deleuze l'a vachement bien dit, ce truc-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le panoptique a explosé en milieu ouvert. Ce qui était destiné à la prison
c'est devenu notre condition d'existence dans les villes, puisque voilà, dans les milieux ouverts, on a le même phénomène. Et on ne sait pas à quel moment on a regardé, on ne sait pas ce qu'on fait de nos traces, on sait pas, peut-être qu'on n'en fait rien, peut-être que parfois ça n'a aucune importance, mais voilà, potentiellement, on sait que ça peut être... Donc par rapport à ça, ça pose la question effectivement du travail politique et de la liberté politique. C'est-à-dire que tout va bien tant que vous menez votre petit cheminement tranquille que vous allez consommer dans les magasins dans lesquels on vous demande de consommer, etc. Vous faites votre boulot, vous rentrez chez vous, ok, tout se passe bien, quoi. Et puis à un moment donné, vous en avez marre de Macron, vous en avez marre de la politique de Darmanin, vous en avez marre de ce monde absolument insupportable, et vous commencez à manifester. Et là, vous vous rendez compte que vous touchez moi je dis les parois de la norme sphère. C'est comme s'il y avait une sphère autour de nous, comme ça, qui est la sphère, on va dire, de la norme. Tant que vous circulez à l'intérieur de la sphère de la norme, on vous laisse un certain espace de liberté. Vous avez une petite liberté de mouvement, donc vous vous sentez libre. Mais dès que vous allez toucher les parois de la sphère, alors là, ça y est, tout se met en marche, et le régime disciplinaire revient, et vous avez ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le droit de manifester, c'est devenu quand même quelque chose qui relève quasiment de la blague. Essayer de manifester à Paris, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont essayé de manifester à Paris ces dernières années, c'est juste du délire. Hein. Enfin, franchement, tu débarques, déjà, tu as une pluie de lacrymo qui t'accueille, ensuite on va te nasser le plus vite possible pour te faire monter en pression, donc les gens vont commencer à s'énerver, et ensuite, derrière, on y va, on matraque, on tire au LBD, etc. Et puis on balance les grenades de désencerclement. Enfin, tu vois, moi, je trouve ça dingue. Hein. Franchement, moi, j'ai vécu, voilà, j'ai 50 ans, j'ai vécu les premières manifs de Vaquet, etc. Ça n'avait strictement rien à voir avec ça, quoi. Tu vois, les manifs à Marseille, c'est pas de cette violence-là. Donc, on est dans un système qui, aujourd'hui, considère que l'espace public doit être quadrillé par la police dès que vous exprimez quelque chose qui va à l'encontre. Or, la démocratie, c'est quoi? C'est pouvoir exprimer, quand même, le fait que vous n'êtes pas d'accord avec la façon d'exercer de vos gouvernants. Si vous ne pouvez plus faire ça sans être... où on est, quoi. Donc du coup, ouais, pour répondre à ta question, voilà, dans les furtifs, effectivement, moi je suis sur la recherche d'un angle mort, d'un blind spot, d'un endroit où effectivement il y aurait un anonymat possible, un endroit où je pourrais ne pas être tracé, et avec cette métaphore du furtif qui serait voilà, l'espèce vivante la moins traçable possible, tu vois. Mais c'est triste parce qu'effectivement, c'est comme si j'avais déjà intégré, ou en tout cas normalisé en moi, l'idée que l'espace public n'est plus un espace de liberté. Voilà. Ou s'il le redevient, il va falloir le reconquérir. Mais ça va être costaud parce qu'en face, on a effectivement des polices maintenant super armées, quoi. Et que regardez des images des manifs de 68, comment les policiers étaient habillés, puis regardez les images aujourd'hui des manifs de 2021, quoi. Juste ça, quoi. Et en face, vous regardez les manifestants aujourd'hui et en 2021. Nous, on est toujours avec nos t-shirts noirs, tu vois, nos cagoules, nos masques, ce que tu veux. Donc, on n'a aucune protection. Et puis eux, ils sont montés à un niveau qui est militaire, en fait. C'est même pas paramilitaire, c'est militaire. Regardez les flics, pour les toucher, alors je vous le dis, il y a deux zones, voilà. Derrière les cuisses et derrière les mollets. C'est tout. Voilà. Tout le reste, c'est intouchable. C'est comme, je sais pas, c'est l'histoire d'Achille, quoi, tu vois. Mais donc, tu vois le degré de protection, quand il dit qu'il y a des blessés dans la police, tu fais, ouais, je sais pas comment ils peuvent être blessés, quoi. En fait, c'est voilà. Donc, il faut se rendre compte de ça, quoi. Donc, la liberté, on peut en parler, quoi, tu vois, mais à un moment donné, quand la force de contrition disciplinaire en face a acquis des moyens techniques aussi forts, et là, je vous parle que des moyens physiques, c'est-à-dire, bien sûr, des boucliers, des protèges tibia, de toutes les armes qu'ils ont sur eux, les LBD, mais aussi les drones, c'est-à-dire que tous les moyens techniques qu'ils ont pour... toutes les manifs sont filmées par drone. Ils savent exactement tout ce qui se passe à n'importe quel endroit. Donc tactiquement, c'est 10 fois plus facile que pour nous qui sommes au niveau du sol. Voilà. Donc qu'est-ce que tu veux exprimer comme... Je sais pas. Voilà. Et on pourrait parler d'action directe aussi. Hein. Tu vois, action directe, quand tu regardes le nombre d'attentats qu'ils peuvent faire avant d'être vraiment incarcérés, aujourd'hui, ils feraient un demi-attentat ou même pas un projet d'attentat, ils seraient déjà en tôle pour 20 ans, quoi. C'est-à-dire le degré de tolérance à l'expression d'une violence politique, et encore, violence politique, c'est à discuter, hein, mais en tout cas d'une force politique, elle est devenue quasiment nulle. Voilà. Parce qu'on peut repérer, grâce aux SMS, grâce aux surveillances des mails, etc. Moi, je peux vous le dire, voilà, moi j'ai quelques liens avec le comité invisible, machin. Dès que j'ai commencé à échanger quelques mails avec Julien Coupa et machin, mon mail, maintenant, il passe en spam systématiquement sur tous les envois que je fais, quoi. Tu dis, tiens, c'est bizarre. Ouais, voilà, mais c'est comme ça. Bon, je suis énervé aujourd'hui, ouais. Mais c'est bien. Une question, je vais circuler la parole, je pense que vous avez envie de... Je voulais pas partir là-dessus, en fait. Mais alors, bon. oui, alors justement, alors,
Je me demandais si la seule solution, là, je vais vous laisser un petit peu dans le même registre, si c'était la furtivité, donc la seule solution, s'il n'y avait pas, à votre avis, d'autres solutions politiques, parce que c'est quand même grave ce que vous dites, et moi je vous suis tout à fait, mais est-ce que c'est la seule solution qu'on a, c'est se cacher, c'est fuir, c'est trouver d'autres formes, des alternatives, d'accord, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi être plus central, je ne sais pas, sur l'État par exemple? Moi j'ai l'impression que le rapport de force actuellement, il est tellement disproportionné dans le cadre des villes, hein. C'est-à-dire les moyens techniques et technologiques dont disposent les gouvernants, mais je parle aussi bien les départements, les régions, les maires et les gouvernements, la police, l'armée, dans le cadre des villes, et c'est tellement disproportionné qu'aujourd'hui, tu ne peux pas gagner en manif. Hein, tu vois, tu ne peux pas réussir, en tout cas, tu peux juste t'énerver, t'exaspérer, et puis finir en garde à vue, mais tu ne peux pas gagner. Et du coup, moi, ce que je crois et ce que je vois aussi, c'est que c'est vraiment à partir de territoires, c'est à partir des zones rurales, à partir de ce que des gens appellent, les bobos appellent les oasis, mais que ça peut être des écolieux, ça peut être, moi j'appelle ça des ZAC, des zones autogouvernées, ça peut être des zouaves, comme dans les furtifs, des zones où apprendre à vivre ensemble, ça peut être, là on a bâti un truc, j'ai appelé ça une ZEST, zone d'expérimentation sociale, terrestre et enchantée. Voilà. Pour coupler vraiment les trois sphères pour moi d'expression de la liberté, c'est-à-dire l'art, la politique et l'écologie aujourd'hui, tu vois, c'est les trois dimensions que je pense qu'il faut réarticuler ensemble pour essayer d'avancer. Donc là, je vois, moi en tout cas en zone rurale, et on en parle très peu, c'est marrant parce que les médias, tu vois, ils en parlent très peu, mais il y a beaucoup de communautés qui émergent, beaucoup de lieux que les gens reprennent. Alors des fois c'est en ville, hein, ça peut être des squats, ça peut être des lieux récupérés, etc. Mais il y a quand même l'émergence de plein de zones où naturellement, mais parce que c'est instinctif, les gens qui veulent être libres, c'est instinctif. Moi, ce que j'ai fait, je suis parti dans les Alpes d'Haute-Provence. Pourquoi? Parce qu'instinctivement, c'est pas à Marseille que je vais pouvoir développer la société dont j'ai envie. Voilà. Donc, OK, là, on développe un truc, il y a 50 hectares, il y a 1500 mètres carrés habitables, voilà, on va développer des choses. Mais parce que, enfin, je peux faire quelque chose positivement, je peux habiter mon désir, je peux m'ancrer sur un territoire, je peux développer des liens avec ce territoire, je peux en faire un lieu où les gens vont venir, de brassage, d'éducation, parce qu'on va faire une école des vivants, on lance une école des vivants, justement, qui couplera ces trois dimensions. C'est-à-dire que c'est à la fois des cours d'action directe, hein. Alors je dis non violente, sinon les flics me tombent dessus tout de suite, mais donc on fait action directe non violente, voilà. Moi j'adorerais faire les cours d'action directe, voilà. Action directe, ouais, bon, voilà. Je veux dire, il y a un moment où, pour moi, tu vois, c'est par exemple les entrepôts d'Amazon, il ne devrait plus en avoir un debout aujourd'hui, quoi. Tu vois, c'est absolument inadmissible que cette boîte puisse continuer à faire ce qu'elle fait, à la fois fiscalement, socialement, au niveau du droit du travail, au niveau de ce que ça produit écologiquement. Enfin, c'est Amazon, voilà, dans l'échelle du mal, ils sont à 99%, quoi, tu vois. Donc, ça ne devrait plus être possible. Voilà. Mais pour revenir à l'aspect positif, voilà, je pense qu'il faut essayer de mettre en place des alternatives pour déployer, parce qu'on n'arrête pas de dire, c'est facile d'être contre, hein, tu vois, à un moment donné, se dire, bon, OK, comment je défends quoi, moi, tu vois, je défends quoi? Je défends quel mode d'existence, quel mode de rapport micropolitique, quel mode de socialisation, quel fonctionnement écologique, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de porter. Et ça, bah, tu peux l'expérimenter que sur des territoires donnés où tu retrouves de la puissance, et tu le fais, c'est ce qu'ils ont fait à Notre-Dame-des-Landes. Mais tu vois, Notre-Dame-des-Landes, moi, une des leçons que j'en ai tirées, qui est très simple, très con, hein, c'est de dire, voilà, c'est extraordinaire, c'est incroyable ce qui s'est passé. Et en même temps, le fait que ça soit une zone à défendre, tu vois, a fait que ben, ils ont perdu, allez, on va dire, peut-être 3/4 de leur puissance, de leur force, de leur énergie à lutter contre l'armée et la police, tu vois. Donc, c'est pas neutre, c'est-à-dire que ça crée aussi, parce que lutter contre un ennemi commun, ça crée une énergie, ça crée une osmose, ça crée une pêche, ça crée une force extraordinaire. Tu vois, je nie pas ce truc-là. Il n'y a rien de mieux pour souder les gens que d'avoir un ennemi commun. Et d'ailleurs, quand ils ont gagné, ça a posé un problème d'éclatement ensuite parce qu'ils n'avaient plus l'ennemi commun. Mais malgré tout, tu vois, je me dis, merde, si cette énergie, ils avaient pu la déployer sans avoir à passer tout ce temps à lutter contre la police et l'armée, ils auraient été plus loin sur les solutions, le développement. Donc moi, je me suis dit, ben, on va plutôt aller vers les zones autogouvernées. Donc passer par ce truc capitaliste tout con, c'est d'accéder à la propriété privée. Parce que quand tu es propriétaire du truc, déjà, on ne te fait pas chier, la police ne peut pas te faire chier en disant vous êtes illégalement sur le. Donc voilà, donc moi j'ai utilisé, je vous le dis, hein, c'est pas secret, tout le blé des furtifs, enfin 90% de ce que j'ai gagné sur le roman, qui s'est extrêmement bien vendu, et tant mieux pour moi, pour acheter ce domaine de 50 hectares voilà, dans les Alpes de Provence, et puis on va développer à partir de ça. Je me dis, si ça doit servir à quelque chose, ça doit servir à ça. Mais je ne suis pas le seul à avoir ces idées-là, hein, tu vois, donc, et c'est ça qui est très bien, c'est que plein de gens
plus je rencontre des gens, ils me disent mais t'as pas été voir ça, tu connais la zone qui est là, tu connais ce truc-là. Je reçois plein de trucs des ZAD à droite, à gauche, tu vois. En fait, il se passe plein de choses, mais on n'en parle pas forcément. Donc c'est plutôt quand même positif. Et je me dis, c'est ces expériences-là, si elles sont habitées, si elles sont vécues, qui vont faire, et notamment moi sur les jeunes, parce que moi le seul truc qui m'intéresse, c'est la génération qui est là, quoi, qui vient. C'est pas moi qui ai 50 ans, 60 ans, machin, ok, c'est bon, maintenant c'est presque mort, quoi. Mais ceux qui arrivent à 20 ans, 15-20 ans, voilà, qui passent dans ces zones, qui s'éduquent dans ces zones, que politiquement ils s'éveillent aussi à tout ça, et que leur désir puisse s'exprimer positivement sur quelque chose, quoi. Et pas uniquement à essayer de défoncer des abribus et des trucs de co, quoi, ouais. Y a-t-il un projet littéraire lié à ces nouvelles zones? Ouais, il y a un projet artistique, mais plus largement artistique, quoi. Voilà, il y a des projets, il y aura des résidences, danse, théâtre, art de la parole. Moi, j'aime bien dire, voilà, rap, slam, passage comme je le fais aussi de la poésie à la scène, etc. Un des premiers ateliers qu'on fait, c'est ça, c'est parler vif. Comment tu passes de l'écriture intime à la scène. Mais j'entendais aussi un livre de Damasio à ce sujet. Pardon? Un livre comme Les Furtifs, mais sur le sujet des zones. Ah oui, mais ça, peut-être. Moi, en tout cas, j'écris pas là, tu vois, j'ai arrêté d'écrire. Mais parce que j'ai plus rien à dire quand tu sors d'un bouquin. Enfin, moi, en tout cas, j'ai fait 3 livres en 25 ans, c'est vraiment. C'est vraiment pas terrible. Pourquoi? Parce que j'écris vraiment quand il y a une nécessité totale. Donc là, peut-être ce que je vis justement dans la zone et ce que je vais vivre ces années qui viennent va me donner de l'aliment pour écrire, tu vois, on verra. Je me force pas, enfin, faut pas se forcer à écrire quand ça monte pas, quoi. Des questions, oui. Merci. Alain, tu parles de Marseille. J'imagine que tu connais les copains de CQFD, le journal. Ils évoquent en ce moment l'arrivée des amis zapatistes en Europe. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Non, je ne peux pas en dire spécialement quelques mots parce que je ne suis pas spécialiste malheureusement des zapatistes, mais je sais qu'ils sont là, ils font une grande tournée effectivement en France et qu'ils vont aller dans ces lieux, dans pas mal de lieux en France. Mais je ne sais pas, toi tu peux peut-être développer? Non, ouais. Justement, si je te pose la question, c'est que j'en sais pas plus. Non, je ne sais pas plus que ça. Je sais que moi j'aime bien cette idée que voilà, on va tirer profit aussi de l'expérience des zapatistes, parce que c'est quand même dément ce qu'ils ont réussi à faire, et justement avec un ancrage territorial très fort, et parce qu'ils avaient cet ancrage. Mais nous, on n'a pas d'équivalent en termes de rayonnement, en termes de puissance, en termes même de réussite, j'ai envie de dire, politique. Donc on a tout à apprendre d'eux, ça c'est certain. Enfin, tu vois, moi, à mon avis, on est des schtroumpfs, quoi, vraiment, par rapport à ça, quoi. Il y a une personne qui s'appelle Jérôme Bachet, qui a écrit Basculement récemment. Bon, c'est pour donner l'info. Il évoque effectivement les expériences des zapatistes au Chiapas, au Mexique. Et il n'a pas de solution, bien sûr. Mais il évoque la mouvance, l'état d'esprit du communalisme libertaire. J'imagine que ça te parle. Bah, bien sûr. Ça, merci d'approfondir si tu veux, sinon je passe le micro. Merci. On ne va pas faire un cours sur Bookchin, le communalisme, etc. Non, mais ça fait partie des pistes, voilà, qu'on essaye de suivre, ou en tout cas d'écouter, de regarder, de s'inspirer. Tu vois, il y a le Royava aussi, il y a le Capas, il y a quelques zones dans le monde aussi où on se dit, ben voilà, arrêtons de regarder juste la France, parce que la France, nous, c'est très embryonnaire encore ce qu'on fait. Donc on a tout à... Puis nous, on est tellement saturés par le modèle néolibéral, par l'individualisme néolibéral, que c'est très compliqué déjà pour nous de bâtir et de tisser les premiers liens qui forment une communauté. Tu vois, nous, on démarre, on a un noyau dur de 8, là, tu vois. Bah, déjà, 8. Tu sais, ça fait rigoler, tu dis, 8, les gars, vous êtes gentils, mais vas-y, quoi. Déjà, 8, ça fait 28... J'ai réfléchi l'autre fois, je me dis, ça fait 28 types de relations entre les... Rien que des relations 2 à 2, ça fait 28 relations. Puis après, les relations à 3, à 4, etc. Donc, tu imagines la densité très vite que tu atteins. Puis après, bon, ça va être un lieu de passage. Mais quand tu vois la ZAD, on a beaucoup parlé, c'est 300 personnes. Tu vois, mais sauf qu'il y a 200, 300, 500 000 personnes qui sont passées à la ZAD et qui s'en sont nourries et qui ont... Voilà.
Donc c'est plutôt avoir des lieux d'expérimentation. Vraiment, c'est l'idée d'expérimentation. Ça, je pense que c'est extrêmement important. C'est qu'il faut retrouver une expérimentation extrêmement concrète sur les choses. Sinon, on va parler dans le vide. Moi, c'est pour ça aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai fait la zone dehors, donc gros bouquin contre les sociétés de contrôle avec la Volt, machin, tout ça. Après, je fais la Horde. Donc, pour moi, un livre sur le lien, vraiment un livre en tout cas qui réfléchit sur le lien. Et après, les furtifs. Et après, je me suis dit, bah, je peux continuer à faire des livres indéfiniment, mais à un moment donné, il va falloir que tu expérimentes ce que tu racontes, quoi, tu vois, en tout cas que tu t'y confrontes pour voir à quel point c'est difficile, à quel point c'est beau, à quel point, voilà, qu'est-ce que ça pose en termes de problèmes concrets. Donc, c'est pour ça que là, j'ai vraiment fait un bascule. Voilà, j'ai main dans la merde. Maintenant, j'y vais, donc on verra bien ce que ça donne quand même. Mais au moins, je parlerai moins théoriquement de tout ça. Bonsoir, je voulais vous demander, là en fait on est presque à faire de l'archipel, c'est-à-dire que vous vous retirez un petit peu temporairement, enfin et peut-être pas totalement de la société pour réfléchir. On nous bassine quand même sur l'urgence, surtout plein de trucs. Et la question que j'ai en fait c'est comment on calme son esprit quand on sait que face à nous, le média, il est hyper rodé, qu'en plus, physiologiquement, notre cerveau, tout est fait pour que l'image qui vient de nous séduire, elle est plus puissante et plus efficace et plus rapide que notre temps qui va être, enfin, je dis notre temps, enfin, à tous, parce qu'on est tous en réflexion, je pense, sur plein de niveaux. Comment on arrive à se dire, bon, là, je m'extrais un peu de la société, je prends ce temps, malgré les urgences, les injonctions urgentes qu'on me balance, pour effectivement expérimenter. Et l'expérimentation, on le sait, il faut un temps supplémentaire sur une expérimentation. C'est pas, voilà. Ouais, mais quand tu expérimentes, c'est que tu vis. Enfin, tu vois, c'est que tu incarnes. C'est que tu habites, tu incarnes, tu fais. Et à partir du moment où tu fais, tu habites, tu incarnes, tu dis par exemple, ouais, il y en a marre du capitalisme, je veux faire de l'économie du gratuit, ou je veux faire de l'économie du don ou du contre-don. Ok, gars, bah vas-y, fais-le. Et vis à l'intérieur d'une économie où tu sors pas. Voilà, tu vas dans la ZAN, moi, j'ai pas sorti un billet pendant, tu vois, Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc c'est pas de dire allez on va expérimenter, c'est cool et machin, c'est que tu vas vivre en fait, tu vas vraiment c'est que tu incarnes ce que tu es censé vouloir proposer à la société. Donc ça déjà ça change beaucoup de choses je pense directement. Après il faut toujours avoir en tête, moi je crois aux archipels, effectivement je crois à cette logique d'archipel. Je vois pas d'autre solution actuellement sur le capitalisme, c'est-à-dire que pour moi le capitalisme et moi je dis voilà aujourd'hui je dis ça, je dis il faut battre le capitalisme sur le terrain du désir. Voilà. C'est ça le gros problème. C'est que le capitalisme l'a remporté sur le terrain du désir depuis une quarantaine d'années. Et il l'a remporté en individualisant les désirs, il l'a remporté en dégradant les désirs en besoin et en acte d'achat. Il l'a remporté en donnant beaucoup de satisfaction par le technococon, tu vois, par le cocon numérique dans lequel on est. C'est-à-dire que tu t'éclates à jouer à des jeux vidéo qui sont extraordinaires, tu t'éclates à regarder des séries télé, tu t'éclates à écouter toutes les musiques du monde parce que tu as Deezer ou Spotify ou je sais pas quoi. Ce qui fait que tu donnes très vite aux adolescents une sorte de satisfaction libidinale immédiate sur les désirs les plus... Et du coup, c'est très puissant, ça. Voilà. Et en plus, ils ont bossé énormément par les GAFAM, etc., sur les designs de la dépendance. C'est-à-dire qu'ils ont designé une dépendance extrêmement fine, subtile, par le nudge, le coup de coude, les biais cognitifs. On sait maintenant tout ça. Enfin, si vous avez lu ce genre de choses, c'est incroyable. Ils utilisent à peu près tous les biais cognitifs. Ils ont fait bosser des comportementalistes, des behavioristes. Et ils ont fait en sorte que tu maximises ton temps sur les plateformes, sur Facebook, Instagram, Twitter, ce que tu veux. Tout a été bossé pour... Donc, on est dans des boucles d'auto-addiction super fortes, super bien conçues, quoi, duquel on a extrêmement du mal à s'extraire. Et du coup, le grand problème pour moi, c'est de dire, putain, mais comment on bâtit, tu vois, une économie de désir, j'ai presque envie de dire, c'est-à-dire des désirs, des investissements de désirs positifs et négatifs, qui soient plus forts ou au moins équivalents à ce que le capitalisme a été capable de nous mettre en place. Voilà. Donc moi, mon délire, voilà, c'est ce qu'il y a dans les furtifs. C'est-à-dire que pour moi, le seul point qui peut être au niveau, c'est de renouer avec le vivant. Ce que moi, j'appelle renouer avec le vivant, en suivant Baptiste Morisot, en faisant les philosophes du vivant actuels comme Vinciane Desprez, etc., qui sont des gens extraordinaires que je vous conseille absolument de lire, mais de dire, voilà, la modernité nous a coupé depuis 2 siècles du vivant, c'est-à-dire des espèces animales, végétales, des écosystèmes, de tout cet lien, cette articulation, de toute la conscience qu'on devrait avoir, qu'on n'est pas, nous, l'être humain au milieu de la nature, comme un environnement, mais qu'on est un vivant parmi d'autres vivants et qu'on est tissé, entrelacé à toutes ces choses-là. Et que si on retrouve ce lien, ces tissages, ça donne une énergie, une puissance, une satisfaction, une sérénité et aussi une ouverture qui est colossale. Voilà. Et ça, c'est, tu vois, et c'est aussi en ayant des filles que je me suis rendu compte de ça, c'est-à-dire que leur
leur connexion immédiate au monde animal, à la forêt. Tu vois, tu te dis, bon Dieu, c'est un truc que les enfants ont naturellement. Comment on a pu le perdre? Comment on a pu perdre cette énergie-là, quoi? Ils voient un cheval, tu vois, on a des chevaux, on va faire un élevage de chevaux, machin. Et c'est le gros délire, quoi, tout de suite, quoi. Tu vois, il y a une espèce d'appel, il y a quelque chose qu'on a complètement, nous, perdu. Et je me dis, voilà, c'est là-dedans, à mon avis, qu'on va. Et ça tombe bien parce que ça permet de réunir les luttes sociales anticapitalistes et les luttes écologiques aussi. Et parce que aussi, j'ai la conviction que ça ne me sert à rien de me dire, hey, quand tu vas à Bali, tu descends, tu dépenses, je ne sais plus combien, 15 tonnes de CO2 et machin. On te donne des chiffres, on te donne des degrés, on te donne une quantification de tout ce que tu fais de mal, tu vois, et on essaie de te culpabiliser à partir de ça. Et moi, je dis, ben non, c'est juste si tu commences à renouer, tu vois, à apprendre à reconnaître Là, on a plein de rapaces, par exemple, où on est. Putain, alors là, t'as le Milan noir. Ah ouais, là, c'est l'aigle royal, bordel. Ah ouais, j'avais jamais vu, tu vois. J'ai des vautours fauves. Et tout d'un coup, tu réapprends comment ces animaux vivent, quoi ils sont corrélés. Ah putain, le circaille de Jean Leblanc, c'est lui qui a chopé la couleuvre, machin et tout. Et quelque chose se remet en place. Voilà. Et là, ouais, c'est 10 fois plus éclatant. En tout cas, moi, ça m'éclate. Et ça éclate beaucoup de gens, je crois. Et là, je pense qu'on a une capacité, en tout cas, à équilibrer cette extraordinaire machine de guerre du désir que le capitalisme a mis en place. Mais on est face à quelque chose qui est très rodé. Tu vois, comme tu dis, les médias sont très rodés, la publicité est très rodée, les plateformes sont encore mieux rodées. Et ils ont utilisé toutes les faiblesses qu'on avait, quoi. Toute cette espèce cette loi du moindre effort qu'on a en nous, cet outillage de la paresse, cette externalisation des capacités cognitives dans la machine pour qu'on n'ait plus à mémoriser, pour qu'on n'ait plus à imaginer, pour qu'on n'ait plus à compter, pour qu'on n'ait plus, tu vois. C'est-à-dire que toutes ces petites tâches cognitives qui sont extrêmement importantes pour être, justement, pour penser, pour réfléchir, pour être vivant dans sa pensée, bah, très doucement, exactement comme l'escalator, tu vois, nous a s'est substitué au fait de monter l'escalier, de garder cette musculation, de garder, tu vois, ou la bagnole, ou la trottinette, ou machin. Tous ces trucs, on le comprend très bien physiquement que ça nous enlève de la puissance, mais on le comprend beaucoup moins bien, je trouve, sur les aspects cognitifs. Et je pense qu'on est en train de nous enlever beaucoup de puissance en outillant le pouvoir, tu vois, le pouvoir de faire. Donc moi, ce que j'appelle le pouvoir, c'est faire, alors que la puissance, c'est faire, soit directement, tu vois. Et je trouve qu'on a outillé extraordinairement le pouvoir, on nous a attirés par le pouvoir, on nous a donné du pouvoir, notamment avec le numérique, avec le smartphone, qui est l'outil de pouvoir par excellence. Et secrètement, clandestinement, tranquillement, on nous enlève de la puissance, quoi. Et après, on est là, on se dit, putain, je suis impuissant, j'ai pas la paix, je déprime, je suis triste. Pourquoi on a des taux de dépression aussi massifs, quoi, tu vois? Pourquoi, tu vois, faut se poser la question à un moment donné, tu te dis, mais pourquoi les consommations de psychotropes sont aussi élevées, quoi? Qu'est-ce qui justifie ça? On n'a pas vécu la guerre, ça fait 75 ans qu'il n'y a pas de guerre, tu vois? On n'est pas comme Sartre qui a eu Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, entre deux guerres, machin, tu vois. Qu'est-ce qui se passe, quoi, tu vois? Bah, ça veut dire qu'on nous enlève de la puissance. C'est quelque chose qui se passe. Voilà, bon. Enfin, bon, on pourrait parler 10 ans de ça. Mais... Oula, ça a douché tout le monde. Ça. Alors moi, j'ai une question de l'articulation du temps et du désir. Hein. Plutôt que d'alimenter la pulsion, comme le fait le capitalisme, il faut nourrir le désir, ce qui suppose un autre rapport à temporalité plus long, plus constructif, plus satisfaisant à terme et moins symptomatique. Le problème, c'est que là, comme il vient d'être évoqué, ce sont les symptômes qui ont pris le dessus. Donc, la lecture, c'est déjà une expérience de la temporalité. Donc, quels sont les types d'expériences qui pourraient nous permettre, alors le contact avec l'animal, le vivant, l'art, et quel autre type d'expérience peut nous permettre de renouer avec cette temporalité perdue, en quelque sorte, et cette instantanéité pulsionnelle qui a pris le dessus, quoi, manifestement. Y a plein de choses. Enfin, tu vois, tu as des expériences comme la marche, quoi. Tu vois, si tu prends la marche, c'est quelque chose d'incroyable. La capacité que ça a de te redonner du temps, quoi. Ça te redonner de la vision, de l'immersion, de la compréhension, ne serait-ce que marcher dans une ville, à travers une ville. Ça a été un des gros effets positifs du Covid, tu vois, de pouvoir retraverser. Alors évidemment, tu n'avais rien à voir. Enfin, en tout cas, tu avais beaucoup moins de choses à voir. Mais après, bon, tu as des tas d'expériences. C'est bien de citer la lecture parce qu'on oublie de dire à quel point. C'est pour ça qu'on pousse autant les gamins à lire et qu'on s'acharne pour les faire lire, parce que c'est génial le livre au sens où c'est un médium extrêmement sobre, extrêmement pauvre sensuellement, puisque tu as vraiment une page blanche avec des lignes noires comme ça et juste des mots, quoi, tu vois, par rapport à écouter une musique, par rapport à regarder une série télé, par rapport à voilà, à faire la teuf, etc. Tu as un truc qui est quand même d'une pauvreté, tu vois. Mais justement, à partir de cette pauvreté, tu vas, toi,
refabriquer tout. C'est-à-dire que tu fabriques toi-même tes images, mais tu fabriques aussi tes sensations auditives, tu fabriques tes sensations physiques, tu fabriques la chaleur et le froid, tu fabriques... donc tu reconstitues par ton cerveau et par ta lecture, et lentement, en plus, au rythme que toi, tu décides de prendre, tu reconstitues toutes les sensations, toutes les perceptions et les idées aussi que tu peux avoir envie de découvrir et auprès desquelles tu as envie de t'ouvrir. Donc, ça reste un exercice, je trouve, intellectuel mais plus qu'intellectuel, quoi, une expérience vraiment physique, physiologique, très particulière, la lecture, qui est très précieuse. Voilà, c'est pour ça que je trouve qu'on a raison de continuer à insister auprès des... Parce que l'immédiateté du smartphone, l'immédiateté du jeu aussi, hein, du jeu vidéo... alors, tu as des jeux vidéo fantastiques. Hein, moi, j'ai travaillé dans le jeu vidéo, donc je sais que tu as des jeux vidéo qui sont réellement émancipateurs, qui sont réellement constructeurs d'imaginaire ou même de capacités de spatialisation, et des jeux vidéo fantastiques. Et puis, tu as des jeux vidéo strictement addictifs, strictement fondés sur la pulsion, strictement fondés sur les boucles qu'on appelle dopaminiques, c'est-à-dire des boucles de la récompense, quoi, qui sont en plus à rendement décroissant, donc ce qui fait que tu finis complètement frustré au bout de 2 heures de jeu parce que le rendement de la récompense est de plus en plus faible. Donc, tout ça, voilà, c'est effectivement... ça se travaille, ça s'éduque. Mais ce qui est compliqué sur cette génération, c'est qu'on leur propose extrêmement tôt, donc dès l'enfance et même dès l'adolescence, un régime pulsionnel immédiat. Voilà. Et toi, tu es là, tu es éducateur, tes parents, tes profs, tu essayes de reconstruire effectivement la construction, enfin reconstruire le désir, en tout cas ce cheminement du désir. Et comme tu dis, c'est des activités très particulières qu'on connaît, mais qu'on a tendance à squeezer aujourd'hui, à court-circuiter pour redonner ce temps. Voilà. Mais même, tu vois, c'est Miguel Belasayag, moi que j'aime beaucoup, c'est un philosophe et psychanalyste argentin. Lui, il avait fait un bouquin sur le portable, tu vois, il s'appelle Plus jamais seul. Il disait un truc qui m'a beaucoup marqué. Moi, je n'ai pas de téléphone et voilà, j'en ai jamais eu. Je n'ai jamais voulu en avoir. Et il parle du fait d'être dans le continuum de joignabilité, tu vois, du fait d'être joint et de pouvoir joindre, et notamment par rapport à ses proches. Tu vois, le fait que tu es dans un rapport finalement extrêmement régressif et fusionnel, qui est celui de l'enfant, du bébé avec sa mère. C'est-à-dire que tu peux en permanence téléphoner à tes filles peuvent en permanence te téléphoner, mais tu peux en permanence téléphoner à ta femme, à tes proches, à tes amis. Et tu gardes cette capacité, ce continuum-là. Et lui, il dit, c'est une catastrophe sur le plan du désir, parce que ça ne permet pas cette espèce de coupure, de rupture à un moment donné, qui fait que, il lui dit très bien, je trouve, il dit, si tu n'as pas accès, tu ne peux pas appeler, bon, moi c'est mon cas, là voilà, je suis en tournée, donc je n'ai pas appelé ma femme depuis 2 jours. Bon. Je n'ai pas appelé mes filles depuis 2 jours. Et bien c'est au bout de 2 ou 3 jours que commence à remonter en moi leur présence. C'est-à-dire que le fait de ne pas pouvoir les joindre fait que je commence à être obligé de les reconstituer et de sentir l'importance qu'elles ont pour moi. Tu vois, il y a vraiment quelque chose qui paraît contre-intuitif, mais qui est très juste, où vraiment, voilà, je mesure l'importance qu'a ma femme, qu'a mes filles pour moi, grâce au fait que je ne suis pas dans un continuum fusionnel où je peux les appeler à n'importe quel moment. Si je les appelle là, bah, tout ça s'écroule, je suis dans le même truc. Et c'est con à dire, mais c'est extrêmement important, quoi, tu vois. Et c'est ça, reconstruire le désir aussi, tu vois, c'est être capable de te dire, bah non, c'est dans les coupures que... Enfin, mais pourquoi ? Parce que je mobilise mes puissances intérieures, ma mémoire intérieure, je sais pas, l'amour que j'ai pour elles, je le mobilise intérieurement pour les reconstituer. Voilà. Et quand je les appelle, ben fuck, quoi, tu vois. Donc ouais, c'est vraiment intéressant. En tout cas, je trouve qu'il a raison. Oui, alors juste par rapport à l'écriture et à la lecture, la patience qu'il faut pour lire un livre. De toute façon, c'est mon fils qui m'a dit un jour, il faut que tu lises un livre de Damasio. Et donc, en fait, tu as touché beaucoup de jeunes avec tes 3 livres, et c'est des livres qui sont longs à lire. C'est pas... Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là, de la patience de la patience de la littérature et du concept, parce qu'il y a quand même beaucoup de concepts dans tes textes, et ça amène à la philosophie aussi, ça amène à une réflexion philosophique. Alors, je me disais que là, parce que tu parles de Citon souvent avec l'écologie de l'attention, etc. Voilà. Et c'est cette question-là, parce que tu as quand même réussi à passer, donc c'est pour ça que c'est dommage que tu n'écrives plus, je trouve. Parce non, que je vais réécrire, mais je ne sais pas quand. Je ne mets pas trop de soucis. Quand même. Mais parce que tu as réussi à passer par les interstices ou par parce qu'on parle beaucoup de toi. Tout à l'heure, dans la voiture, j'écoutais, en arrivant ici,
il comptait les points entre Philippe Cadic et Damasio sur France Culture. Parce qu'il citait Cadic ou Damasio. Donc, toi, c'était entré dans quelque... Mais je trouve que c'est important aussi, qu'il y ait comme ça, qu'on se reconnaisse dans des, dans un nom, dans un travail, parce que c'est pas juste un slogan. Hein. Et donc, parlons de Citon un petit peu, parce que ça, c'est un travail extrêmement intéressant qu'il fait par rapport à l'écologie de l'attention, parce que c'est le problème, hein, c'est l'accélération et l'attention. Bon, tous les enseignants le savent, tous les enseignants, tous les parents savent que, et c'est ce que tu viens de décrire là, et ce que tu viens de dire aussi. Non, mais c'est hyper important. Tu vois, voilà, on vous conseille tout le temps des bouquins. Enfin, moi, j'en ai marre qu'on me conseille des bouquins, j'en peux plus. Voilà, je vous cite quand même celui-là, si jamais vous le traversez, il est excellent. Écologie de l'attention de Yves Citon, où justement il reprend toute l'économie de l'attention. Il dit voilà, l'or gris du capitalisme actuel, c'est de capter votre attention. Ça devient de plus en plus difficile parce qu'il y a une compétition de sollicitation sur les réseaux, par les médias, par la pub. Il y a une intensité de criblage de votre attention qui est absolument colossale. Et du coup, c'est de pire en pire, parce que plus il y a d'émetteurs, plus... moi, j'avais fait une nouvelle qui s'appelle So Far Away, où les gens émettent de phares comme ça, comme métaphore un peu de ce qu'on vit. Mais voilà, la nappe devient tellement lumineuse qu'il faut encore plus se battre pour accaparer l'attention, donc vous êtes encore plus sollicité, donc vous êtes complètement overload sur ces chaînes de stimuli-réaction. Et ça, c'est vraiment gravissime. Pour revenir au ciné, d'ailleurs, il y avait c'est Deleuze dans l'image mouvement, où il analyse comme ça l'image-action en disant, voilà, c'est des schèmes sensorimoteurs, c'est-à-dire que c'est des chaînes stimuli-réaction, on fait un stimuli, vous réagissez, on fait un stimuli, vous réagissez. Et tout le film est construit comme ça. Tous les blockbusters américains, notamment, sont construits sur des chaînes de stimuli-réaction et qui correspondent à, j'ai envie de dire, l'économie de la sollicitation dans laquelle on vit. C'est pour ça qu'on les avale aussi facilement et ça ne nous aide pas, en fait, du tout, quoi. Voilà. Et ça ouvre aucune espèce d'espace, quoi. Donc, ouais, c'est bien de revenir à l'économie de l'attention parce que si tu ne comprends pas comment gérer ta vie ou en tout cas comment réussir à esquiver cette espèce de champ de sollicitation permanent, ça devient compliqué. Moi, je connais personne autour de moi qui est pas capable qui me dit, je gère très bien mes SMS, je gère très bien mes mails, je gère très bien WhatsApp, Facebook, Insta, je sais très bien gérer le truc et je suis pas saturé, tu vois. Je suis pas sous l'avalanche. Je connais personne qui me dit ça, quoi, tu vois. Ce qui veut dire qu'on est quand même dans un monde où c'est un problème de pollution de nos disponibilités dingue, quoi. Je finis le concert là-dessus, d'ailleurs. C'est voilà. Donc ouais, t'as raison. C'est ultra important. Ouais. Mais ouais. Bonsoir. J'ai une petite question. On a parlé des jeunes et de l'importance de la lecture auprès des jeunes et des nouvelles générations. J'ai ma fille à côté de moi qui a 13 ans, qui veut être écrivain. Elle veut écrire pour des gens qui liront. Et quel conseil vous lui donneriez ? C'est la plus dure de toutes les questions. Je veux dire un truc qui est pas fun, en fait. Voilà. Moi, la chose qui m'a le plus aidé pour écrire, ça a été de lire Lettre à un jeune poète de Rainer Maria Rilke. Voilà. Donc, c'est un livre, si vous ne le connaissez pas, c'est donc ce poète extraordinaire allemand qui envoie des lettres à un poète débutant. C'est un poète débutant qui lui envoie ses poèmes et qui lui demande des conseils. Et il lui répond. Il y a un échange de lettres. Je ne sais pas, il y a peut-être une dizaine de lettres là-dessus. Et il commence comme ça. Il lui dit à un moment donné, il lui dit, vous m'avez envoyé vos poèmes, vous les avez envoyés à des revues. Je vous demande de cesser tout cela, quoi. Tu vois, il commence comme ça, quoi. Voilà. Et il commence à lui dire, si déjà vous avez besoin d'avoir l'avis extérieur des gens sur ce que vous faites, si déjà vous avez besoin d'une reconnaissance, etc., vous n'êtes pas dans le vrai pour l'écriture, vous n'êtes pas là où vous devez être pour écrire. Il dit, si vous rentrez en vous-même, que vous sortez quelque chose qui est vraiment profondément viscéral, profondément nécessaire pour vous, alors vous n'aurez même pas l'idée de vous demander si vos vers sont bons, quoi. Tu vois ? Parce que, de fait, ils le seront, parce qu'ils sortiront de quelque chose qui est absolument nécessaire et profond en vous. Et il fait ce truc très simple, il dit, voilà, il donne ce conseil, il dit, posez-vous la question à l'heure la plus silencieuse de vos nuits. Alors, je suis nul en allemand, mais il dit, je crois, il dit Stillste Stunde ihrer Nacht, tu vois. À l'heure la plus silencieuse de vos nuits, dois-je écrire ? Et il ne dit pas soll ich schreiben, c'est-à-dire dois-je, machin. Il dit muss ich schreiben, tu vois. C'est-à-dire, est-ce que ça répond à une obligation intérieure absolue ? Et est-ce que je pourrais vivre sans écrire ? Tu vois ?
Et ça, c'est radical comme truc, tu vois. Si tu te dis, est-ce que je peux vivre sans écrire? Si tu te dis, bah ouais, eh ben, écris pas. C'est aussi simple que ça. Et ça vaut pour les réalisateurs, ça vaut pour les musiciens, ça vaut pour tout le monde, tu vois. Alors cette question, elle vaut pas pour l'ensemble d'une vie, tu vois, mais elle vaut pour chaque moment d'une vie. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, si ce soir, après le concert, je suis dans ma chambre d'hôtel et machin, et je me pose au milieu de la nuit, je me réveille parce que j'ai trop bu, machin, et je me dis, moi aussi, schreiben, tu vois, et je vais me dire, non, tu vois. Et ben donc, j'écris pas. Voilà. Et peut-être que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, tout d'un coup, ça va devenir, c'est absolument indispensable que j'écrive ce bouquin, tu vois. Voilà. Et là, du coup, bah, quand tu le fais, le bouquin, je peux te dire qu'il a une puissance intérieure, il a une espèce d'énergie, et les gens le sentent, quoi. Voilà, c'est aussi simple que ça, les gens le sentent. Tu sens quand un livre a été nécessaire pour son auteur, quoi. Et quand il n'a pas été nécessaire, tu le sens aussi, quoi. Et tu lis 50 pages et tu vois. C'est un livre de plus, c'est un livre. C'est pas des mauvais livres, hein, tu vois, c'est un livre de plus. Voilà. Mais quand c'est vraiment là, donc c'est juste ce que j'ai envie de te dire. Alors, tu as 13 ans, voilà, il n'y a aucun problème. Tu écris plein de choses, écris plein de trucs, écris des poèmes, écris des récits, écris des nouvelles, écris plein de choses, écris des envolées, écris des aphorismes, écris ce que tu veux, tu vois. Parce qu'il faut se former, c'est un artisanat, c'est une construction, voilà, t'es comme un potier, il faut faire des pots, quoi, tu vois. Donc, avant d'essayer de faire le vase absolu, quoi, tu vois. Bon. Donc, entraîne-toi. Mais à un moment donné, il faut vraiment te poser la question. Et d'autant plus qu'on est saturé d'une surproduction de bouquins, de BD, de musique, de tout. Tout a déjà été écrit, fait, machin. Donc, quand tu arrives après cette immense masse de livres qui a déjà été écrit, il faut encore plus se demander est-ce que vraiment ça vaut le coup que je m'y colle, quoi. Tu vois, voilà. Parce qu'il y a tellement d'œuvres extraordinaires qui sont déjà à lire que... Voilà, mais ça ne doit pas t'empêcher ou te frustrer ou te bloquer, quoi, tu vois. Mais vraiment, il faut se poser la nécessité intime que ça a pour toi. Donc, l'être un jeune poète, voilà. C'est très beau ce texte en plus. Ouais. Bon, on va peut-être clôturer. J'ai une dernière question pour revenir sur l'image. Il y a l'image action, certes, qui provoque des schèmes sensorimoteurs, mais il y a aussi l'image temps, hein, qui sauve l'image, justement, et qui nous met dans une autre temporalité. Alors peut-être qu'on peut basculer sur cette... je ne sais pas si tu as envie de dire des choses sur cette image-temps que Deleuze associe au néoralisme notamment. Et là, c'est aussi reconquérir une forme de temporalité de désir par l'image et ne plus être asservi et conditionné par les images qui nous saturent. Ouais, c'est un concept absolument magnifique. Hein. On ne remerciera jamais assez Deleuze, de toute façon, d'avoir fait ces textes-là. Et puis, globalement, Deleuze, moi, c'est mon philosophe préféré avec, on va dire, Nietzsche. Et Foucault un peu qui m'a beaucoup aidé, en tout cas sur mon premier livre, mais Deleuze c'est vraiment le philosophe que je relis le plus et qui me nourrit le plus. Je ne l'ai pas dit aujourd'hui, mais moi je lis beaucoup de philosophie, enfin, en tout cas c'est ma nourriture première. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau et de plus vaste, en tout cas pour s'ouvrir l'esprit, pour se donner la niaque, quoi. Et bon, L'image temps, Image mouvement sont 2 livres, si vous vous intéressez au cinéma, qui sont absolument, voilà, vous ne pouvez pas y échapper. Enfin, franchement, c'est tellement génial, quoi. Et simplement pour dire sur l'image temps, je trouve que c'est fantastique parce que ça, évidemment, il l'a créé autour du cinéma, mais je trouve que ça vaut aussi pour la bande dessinée. Voilà, moi j'ai préfacé comme ça Carbone et Silicium, une BD de Mathieu Bablette, là, qui est une BD de 270 cases. Mathieu, c'est génial ce qu'il fait parce qu'il prend 3 ans aussi à faire une BD. Donc, quand on parle de nécessité, quand il fait une BD, voilà, il ne vous sort pas une BD pour sortir une BD. Voilà, il sort quelque chose. Et je trouve qu'il arrive à générer, dans le cadre de la BD, des images-temps. C'est-à-dire des images qui, tout d'un coup, tu t'arrêtes dessus et tout le temps se dilate autour. Quelque chose s'ouvre dans la BD. Or, tout le manga, notamment vraiment le manga, a beaucoup travaillé sur l'image-action, a beaucoup travaillé sur l'enchaînement des actions, pour utiliser l'image fixe pour densifier au maximum l'action et les enchaînements chorégraphiques d'action. Et c'est génial d'avoir une tentative de travailler sur tout à fait autre chose que l'image mouvement, mais vraiment l'image temps dans le cadre de la BD. Et j'ai envie de vous dire, c'est pareil en roman. En roman, tu construis un livre et parfois tu as 2 ou 3 passages dans le bouquin qui tout d'un coup dilatent quelque chose, une sorte d'éternité, une sorte de durée infinie. Tu as l'impression que tu pourrais rester à cet endroit du bouquin et y vivre. Voilà. Et toi, quand tu l'écris, tu le sais. C'est marrant, tu as ces moments où tu te dis, putain, là, il y a quelque chose qui m'échappe. Tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas comment tu l'as fait, mais qui fait que tu as ouvert quelque chose
Et tu sais que le lecteur, il aura envie de rester là et de pas en sortir de ce moment. Je sais pas, moi, je pense à la mort de Golgoth, par exemple, dans la Horde, le moment où il crée la terre sous ses pieds, je sais pas, et qu'il voit cette espèce de traceuse devant lui qui continue à tourner comme ça à l'infini, comme une ligne d'horizon. Pour moi, c'est tellement la métaphore de ce qu'est la création, de ce que c'est créer, quoi. C'est-à-dire créer, c'est justement générer ce sol sur ses pas qui va te permettre de continuer à marcher. J'adore ce passage-là, ouais, il me fait chialer à chaque fois, mais et voilà, ça pour moi ça génère une image temps, tu vois, je le vois moi sur la falaise et je vois infiniment ce truc qui voilà, donc des fois tu arrives à toucher ça, mais putain, il y en a pas beaucoup dans un bouquin en réalité, hein, tu vois. Donc tu es content quand on en fait 2 ou 3 et tu fais ouais, au moins ça restera ça. Voilà. Bon, merci beaucoup. On va finir ce moment de grâce. Ah, bien sûr, une ultime question de suspension du temps. Mais là, d'un coup, j'y pense et je trouve que ça synthétise enfin, tout ce qu'on s'est dit. Mais il y a la chanson de Cadio et Burger, Je nage, avec Deleuze qui parle et Stromboli. Oui, ouais, c'est superbe cette chanson. Ouais, c'est exact. Enfin, je trouve que ça recentre un peu tout ce qu'on vient de se dire. C'est magnifique. Et puis, tu as vraiment la voix de Deleuze. Il y a Deleuze qui nage et la question de l'expérience, de l'eau, tout ça. Et puis Stromboli, il y a ça aussi. Enfin, voilà. Tu la trouves en ligne, ça, ouais. Burger, Deleuze, ouais, superbe. Belle idée, ouais, de penser à ça. Ouais. Moi, je profite du micro qui passe devant moi. Là, vous allez partir faire de la musique, c'est très très bien. Mais si vous étiez resté, si vous avez gardé ici et si vous avez demandé quel film vous souhaitiez projeter ce soir, si vous avez donné carte blanche, là, vous auriez eu. Ah ouais, c'est bien. Moi, un chef-d'œuvre que je trouve absolu et qui est une leçon pour moi de narration et d'invention dans la narration, ce qui est très rare. Inventer narrativement, c'est absolument dingue. C'est Mulholland Drive de David Lynch. Ouais. Vraiment. Qui ressort là en copiant. Ouais, non, mais c'est juste. Voilà, c'est d'un tellement haut niveau, c'est tellement extraordinaire. Et il y a une idée narrative, tu vois, quand Deleuze dit. Pas une idée juste une idée, quoi, tu vois. Mais là, tu as une idée narrative qui est... Si j'avais trouvé cette idée... Toi, des fois, c'est ça. Moi, je regarde des travaux d'autres artistes et tu te dis, putain, l'enculé, quoi. C'est... Parce que tu vois une idée qui est tellement fantastique, qui est tellement brillante, qui est tellement extraordinaire que tu te dis, mais bon Dieu, c'est bon, j'arrêterais tout si j'avais trouvé juste cette idée, quoi, tu vois. Parfois, c'est une phrase, hein, parfois, c'est une métaphore, mais là, pour le coup, c'est une idée narrative et elle est dingue. Et quand tu comprends l'idée, tu revois tout le film autrement et tu te dis, mais en fait, mais non, mais c'est lumineux, quoi. Tu vois, c'est lumineux. On en parlera une fois. Allez, je veux bien revenir pour vous parler de Mulholland Drive la prochaine fois. Ouais. Non, merci beaucoup. Et justement, ça donne le là. On vous donne rendez-vous à la rentrée pour d'autres rencontres. Et puis, pour les chanceux qui vont au concert, voilà. On aimerait être à leur place. Merci à vous.